J'ai toujours pensé que l'homme avait devant lui deux chemins. Le chemin du progrès et le chemin de la catastrophe. Mais jamais je n'aurais cru voir un jour le progrès et la catastrophe se confondre à ce point. Et c'est exactement ce qui s'est produit à Tchernobyl. Ce n'est pas seulement une explosion, ni seulement un accident technique. C'est l'effondrement d'un système, la faillite d'une culture de la dissimulation et de la peur. Et moi, Valérie Legasov, j'y étais. J'ai vu. La nuit du 26 avril 1986, les appels se sont succédés. On parlait d'un incendie de la centrale. Les mots étaient vagues, minimisés. Mais en approchant du site, j'ai vu le ciel. Il n'était pas noir, comme il aurait dû l'être, mais rouge. Un rouge étrange, presque irréel. Le réacteur numéro 4 avait explosé et son cœur nu projetait vers le ciel une lumière qui n'aurait jamais dû exister. J'ai compris alors que nous n'étions pas face à un simple accident, mais devant quelque chose qui dépasserait tout ce que nous avions pu imaginer. Et pourtant, même là, à cet instant, les hommes qui dirigeaient continuaient à répéter la situation est sous contrôle, tout va bien, pas de panique. Mais ce n'était pas vrai. Rien n'était sous contrôle. Tout était déjà perdu. Jamais dans ma vie, je n'aurais cru devoir entamer cette partie à 50 ans passés. Écrire mes mémoires. Et cette partie est tragique, confuse, incompréhensible. Un événement d'une telle ampleur où se mêlaient intérêts contradictoires, erreurs, victoires, échecs. Tant d'interprétations de ce qui s'est passé, de pourquoi. À un degré, je considère que mon devoir est de dire ce que je sais, comme j'ai vu, et comment j'ai compris ces événements. Le samedi 26 avril 1986 était un beau jour. J'hésitais entre achever un travail à l'université, partir en congé avec ma femme, ou assister à une réunion du parti prévue à 10h au ministère qui supervise notre institut. Fidèle à mes habitudes, j'ai appelé une voiture et je suis allé à cette réunion. Avant qu'elle ne commence, Nikolai Ivanovitch Yermakov, directeur d'un département du ministère de l'énergie atomique, m'a annoncé discrètement qu'un accident désagréable venait d'avoir lieu à la centrale de Tchernobyl. Le ministre Slavski entamait son discours habituel, tonalité triomphale. Notre ministère est le meilleur, les résultats excellents, la production record. Et puis soudain, il a lâché presque machinalement qu'il y avait eu un accident à Tchernobyl. Cela n'arrêtera pas le progrès de l'énergie atomique, assurait-il. Et le discours a continué, pour 1 heure encore. À midi, pendant la pause, je suis monté voir l'académicien Babeï. Mais rapidement, Alexander Meshkov, vice-ministre, m'a appris qu'une commission gouvernementale d'enquête était formée et que j'en faisais partie. Nous devions nous retrouver à 16h à l'aéroport. Je suis parti aussitôt. J'ai retrouvé Koulagin, expert en réacteur RBMK, comme celui de Tchernobyl.
Il m'a dit que la nuit précédente, un signal 1, 2, 3, 4 avait été reçu, indiquant danger nucléaire, radiation, incendie et explosif. Tous les signes d'un très grave accident. Cette équipe a été rapidement constituée et envoyée sur place. Mais en route sont arrivées de nouvelles alertes. Le réacteur 4 était sous contrôle selon les opérateurs. 2 morts étaient déjà confirmés, un par écrasement, l'autre par brûlure. Aucune indication de contamination radioactive. Cela nous a un court instant rassurés. J'ai repris le chemin du départ, laissant ma femme à la maison, sans plus d'explications que je pars en mission, mais je ne sais pas pour combien de temps. À l'aéroport, j'ai appris que Boris Tcherbina présidait la commission, entouré de ministres, d'un procureur, d'un KGBiste et du vice-premier ministre ukrainien. Dès son arrivée, nous sommes partis pour Kiev, puis en voiture vers Tchernobyl. Le trajet était lourd de tension, d'appréhension. Nous avons enfin atteint Pripyat, vite calme au début, avant de sentir l'atmosphère pleine d'anxiété. Arrivé à la salle du comité principal, Tcherbina a installé la première réunion. Cependant, les informations étaient floues. Les seuls faits, certains évoquaient une explosion lors d'un test, 2 morts, contamination élevée sur place, mais encore maîtrisée pour les habitants de Pripyat. Sans attendre, la commission s'est divisée en groupes. Il fallait déterminer la cause, prendre des mesures dosimétriques, préparer une évacuation et une décontamination. Un groupe, dirigé par moi, devait élaborer les mesures de confinement. Sur la route, j'ai soudainement levé les yeux vers le ciel. Il était d'un rouge sombre, irréel. Aucun nuage, juste cette lueur rougeâtre étendue au-dessus de la centrale. Et c'était là la première clé visuelle de l'ampleur du désastre. Lorsque nous nous sommes approchés, il nous est apparu que tout était hors de contrôle. La centrale détruite par une explosion équivalente à plusieurs tonnes de TNT, des fragments de graphite en fusion, des radiations massives, une contamination terrifiante. Nous avons mesuré les radiations, confirmé que le réacteur n'était plus actif et lancé immédiatement une stratégie de confinement. Largage de sable, de plomb, de bore, pour étouffer la réaction, refroidir le site, limiter la dispersion radioactive. Tout cela entre le 26 avril et le 2 mai. Ça a été un combat contre l'ampleur du chaos, sans plan préalable, sans équipement adéquat, jusqu'à organiser l'évacuation de Pripyat, la protection civique, les couvertures sanitaires basiques. Nous avons dû improviser toutes les structures logistiques sur place. J'ai même proposé de créer un groupe d'information avec des journalistes pour diffuser de façon fiable la situation. Mais cela n'a jamais vu le jour. J'ai proposé que la commission s'installe directement sur le site de la centrale. Mais Tcherbina a refusé. Trop dangereux. Nous avons donc travaillé depuis Pripyat, qui semblait encore intacte. Les habitants vaquaient à leurs occupations, emmenaient leurs enfants au parc, faisaient leurs courses. Personne ne leur avait rien dit.
C'était une décision politique. Éviter la panique, préserver l'image. Et moi, je savais. Les mesures de radiation que nous commencions à recevoir étaient terrifiantes, plusieurs centaines de fois au-dessus de la norme. Et les gens marchaient dans la rue avec leurs enfants. Et chaque minute, les condamnait un peu plus. Le 27 avril, nous avons enfin décidé l'évacuation. Il fallait trouver des bus, rédiger un communiqué, inventer une procédure. Je me souviens de ces visages derrière les vitres des autocars, des familles arrachées à leur maison en quelques heures, emportant à peine un sac, persuadées qu'elles reviendraient le lendemain. Personne ne savait qu'elles ne reverraient jamais leur foyer. Pendant ce temps, nous tentions de reprendre le contrôle. Les pompiers avaient été les premiers à intervenir, à éteindre les incendies sans protection, respirant les particules mortelles. Je les ai vus à l'hôpital, couchés dans des couloirs saturés, leurs visages, leurs mains brûlées, noircies par le rayonnement. Certains n'étaient déjà plus que des ombres. Tchermina, malgré son rôle officiel, commençait à comprendre la gravité. Lui qui, au départ, répétait que tout était sous contrôle, qui tremblait désormais. Chaque décision que nous prenions semblait dérisoire face à l'ampleur de la catastrophe. Nous avons réuni des pilotes d'hélicoptères. Leur mission, survoler le réacteur et larguer du sable, du bord, de l'argile, du plomb. Ils savaient qu'ils s'exposaient à des doses énormes. Et beaucoup se sont portés volontaires malgré tout. Je me souviens du bruit assourdissant des rotors au-dessus de nos têtes, du balai incessant des hélicoptères qui venaient déverser leur cargaison sur le cœur ouvert du réacteur. Les soldats, envoyés par milliers, creusaient des tranchées, abattaient des forêts entières, enterraient les débris contaminés. On leur disait qu'ils étaient en manœuvre militaire spéciale. Ils obéissaient sans poser de questions. Ils ne savaient pas qu'ils payaient de leur santé, parfois même de leur vie. Moi, je notais tout. J'analysais tout, je cherchais à comprendre comment une telle catastrophe avait pu se produire. L'erreur humaine, l'imprudence technique, le système lui-même, qui nous avait conduits là. Mais je voyais aussi sous mes yeux l'effondrement d'un pays incapable d'admettre sa vérité. La vérité, c'est que l'Union soviétique n'avait pas de plan pour une telle catastrophe. Nous avancions dans l'inconnu à l'aveugle. Chaque mesure était improvisée et chaque heure perdue condamnait un peu plus nos vies. Dans la nuit, épuisé, je suis rentré dans une chambre d'hôtel réquisitionnée. Mais je n'ai pas pu dormir. J'entendais encore le grondement sourd du réacteur éventré. Je voyais la lueur rouge dans le ciel. Je sentais cette angoisse sourde qui ne m'a plus quitté. À ce moment-là, je savais que Tchernobyl n'était pas seulement une catastrophe naturelle. C'était le début d'une tragédie politique, scientifique, humaine. Et moi, j'en étais devenu le témoin et le dépositaire. Le lendemain, nous avons commencé à mesurer l'étendue de la contamination. Les résultats étaient catastrophiques. Pas seulement autour de la centrale, mais jusqu'à des centaines de kilomètres.
Pourtant, le pays tout entier ne savait rien. Ce jour-là, les premières alertes sont venues, non pas de nous, mais de l'étranger. La Suède a détecté une radioactivité anormale, puis la Finlande, puis l'Allemagne. Alors l'URSS a dû reconnaître qu'un accident avait eu lieu. Et encore une fois, dans les communiqués, tout était minimisé. Un incident est survenu, quelques blessés, tout est sous contrôle. Mais rien n'était sous contrôle. Le niveau de radiation dans certains secteurs de la centrale était tel qu'aucun instrument ne pouvait même les mesurer correctement. Ceux qui s'approchaient trop mouraient en quelques heures. Alors nous avons commencé à élaborer des plans désespérés. On parlait de creuser sous le réacteur pour construire une dalle de béton et empêcher la lave radioactive d'atteindre la nappe phréatique. C'était une course contre la montre. Les mineurs venus du Donbass et de Toula sont arrivés en bus, couverts de poussière, encore en bleu de travail. Ils savaient qu'ils creuseraient sous une fournaise mortelle, mais ils ont accepté, sans poser de questions. Les soldats, eux, grimpaient sur les toits pour jeter à la pelle les morceaux de graphite brûlants qui s'étaient éparpillés lors de l'explosion. On les appelait liquidateurs. Ils travaillaient quelques minutes seulement, puis étaient remplacés, car rester plus longtemps signifiait la mort. Ces jeunes hommes riaient parfois pour se donner du courage, mais leur visage était grave. Ils savaient. Pendant ce temps, à Moscou, on exigeait des rapports rassurants. On nous demandait d'assurer que tout allait bien, que les mesures suffiraient, mais la vérité, c'est que nous étions tous dépassés. Je passais mes nuits à faire des calculs, à comparer des hypothèses, à tenter de prévoir l'imprévisible, et je savais que chaque jour, l'hésitation se traduisait par des milliers de vies contaminées. Un autre problème est vite apparu, la communication. Même entre nous, les membres de la commission, nous ne disions pas toujours la vérité. Chacun craignait la colère de Moscou, chacun pesait ses mots. Je voyais que la peur du système soviétique était parfois plus forte que la peur du réacteur en feu. Dans les hôpitaux, les victimes affluaient, des centaines de blessés, irradiés, brûlés. Les médecins improvisaient, les infirmières s'approchaient sans protection. Elles ne savaient pas qu'elles recevaient, elles aussi, des doses fatales. Et beaucoup sont mortes dans les semaines qui ont suivi. Je me souviens d'un jeune pompier que j'ai vu allongé, incapable de bouger. Sa femme venait chaque jour lui caresser la main, mais ses doigts étaient déjà en train de se désagréger. Sa peau tombait, et pourtant elle restait. Elle ne l'a jamais abandonné. Voilà ce que fut Tchernobyl. L'héroïsme silencieux, anonyme, d'hommes et de femmes qui ont tout donné, alors que l'État, lui, cachait, mentait, retardait. Moi, j'essayais de garder une trace. J'écrivais des notes, j'enregistrais des détails, parce que je savais déjà qu'un jour, peut-être, on chercherait à effacer, à réécrire. Et je ne voulais pas que ça disparaisse dans le mensonge. Nous étions au tout début, mais je savais déjà que Tchernobyl ne s'arrêterait pas là, que ses conséquences entraient le monde entier pendant des décennies. Le lendemain, j'observais mon travail au sein de l'Institut. À cette époque, suite à la nomination d'Alexandrov à la tête de l'Académie des sciences de l'URSS, j'étais devenu directeur adjoint de l'Institut. Les responsabilités techniques étaient centrées sur la physique chimique, la radiophysique et l'usage des sources nucléaires à des fins technologiques. Gelikov se chargeait de la physique des plasmas et de la fusion nucléaire. Je
Je m'intéressais aussi aux dangers réels de l'énergie nucléaire par rapport aux autres énergies. Le consensus global soulignait que le problème venait moins des combustibles et des réacteurs eux-mêmes que de la fiabilité des systèmes de contrôle et de diagnostic, qui étaient globalement très insuffisants. J'ai entendu parler des analyses américaines, des évaluations de la sûreté des installations, de probabilité d'accidents graves. En URSS, personne ne menait de tels travaux. Le problème de fond était la structure du pouvoir. Scientifiques, concepteurs et décideurs étaient séparés. En Occident, il y a souvent un chef de projet doté du pouvoir et de la responsabilité d'un appareil, ce qui manque en URSS. Et ce vide a facilité des dysfonctionnements. Et tout cela s'est révélé dans la nuit du 26 avril. Dans mon coffre, il y a encore des enregistrements d'opérateurs se questionnant sur ce qu'ils devaient faire et se répondant « fais ce qui a été barré », comme si dans un réacteur nucléaire, on appliquait au doigt mouillé. Quand j'essaie de comprendre ce qui nous a menés à Tchernobyl, je reviens toujours à cette idée. La vérité n'avait pas droit de citer dans notre système. Tout était compartimenté. Les concepteurs savaient certaines choses, les exploitants savaient d'autres, les responsables politiques exigeaient des chiffres rassurants, mais personne ne détenait l'ensemble. Et ceux qui osaient soulever un doute étaient écartés, parfois même brisés. Je me souviens de réunions où l'on présentait des rapports d'une précision impressionnante, des courbes parfaites, des graphiques détaillés, mais je savais qu'une partie était fausse, arrangée pour plaire aux supérieurs. On préférait un mensonge élégant à une vérité inconfortable. Les réacteurs RBMK avaient des faiblesses structurelles. Ce n'était pas un secret pour les ingénieurs. Le coefficient de réactivité positif, la fragilité du système de contrôle, l'absence de véritable enceinte de confinement. Autant de défauts connus. Mais on ne devait pas en parler. J'ai vu des mémos, des notes techniques où ces risques étaient signalés. Mais les responsables politiques considéraient ces avertissements comme des obstacles au plan nucléaire soviétique, qui devaient prouver au monde que nous étions les meilleurs. Voilà ce qu'était la tragédie de Tchernobyl. Pas seulement une erreur technique, mais la conséquence directe d'un système où dire la vérité équivalait à signer sa propre condamnation. Après l'accident, lorsque nous avons tenté de tirer les leçons, j'ai proposé que l'on revoie les protocoles de sécurité, que l'on mette en place une surveillance indépendante des exploitants. Mais on m'a répondu, c'est pas le moment de dénigrer notre industrie. Il faut restaurer la confiance. Restaurer la confiance, en cachant la réalité. Comme si le mensonge pouvait protéger contre la radioactivité. J'ai compris alors que, même après Tchernobyl, le système n'était pas prêt à se réformer. On voulait des coupables individuels, des boucs émissaires, mais pas une remise en question. C'est ainsi que des directeurs de la centrale furent jugés, condamnés, tandis que les concepteurs à Moscou, eux, restaient intouchables. Ce double langage me rongeait. Je participais aux enquêtes officielles, j'écrivais des rapports, mais en parallèle, je consignais tout, pour moi, sur ces bandes. Parce que je savais qu'un jour, peut-être, quelqu'un voudrait connaître la vérité. Et la vérité est simple.
Tchernobyl n'était pas un accident imprévisible, c'était une conséquence inévitable du système soviétique, de son mépris pour la transparence, de son obsession pour la puissance affichée, de son refus d'écouter ses propres scientifiques. Voilà ce que je laisse sur ces enregistrements. Parce que je n'ai plus confiance en personne pour porter ce témoignage à ma place. Après les premières semaines, lorsque les flammes furent éteintes et que les opérations les plus urgentes furent accomplies, nous avons commencé à comprendre l'ampleur réelle de la catastrophe. Ce qui me hante encore aujourd'hui, c'est pas seulement l'explosion elle-même, ni la radiation. C'est la manière dont nous avons géré ce désastre. À huis clos, dans le secret, en nous disputant plus qu'en cherchant la vérité. La commission d'enquête se réunissait presque chaque jour autour de la table, des ingénieurs, des ministres, des militaires. Chacun avait sa version, ses intérêts, ses ordres venus d'en haut. On parlait beaucoup de restaurer la confiance du peuple et de préserver le prestige de l'Union soviétique. Mais qui parlait de protéger les habitants? Qui parlait des familles évacuées, des villages contaminés, des enfants qui jouaient encore dans les cours irradiés? J'ai vu des cartes où les zones les plus dangereuses étaient effacées avant d'être présentées au public. J'ai entendu des responsables affirmer que les habitants pourraient bientôt rentrer chez eux, alors que les sols et l'eau étaient saturés de césium. J'ai essayé de me battre. Je disais, nous devons dire la vérité, au moins à nous-mêmes, si nous voulons éviter une autre catastrophe. Mais mes paroles se perdaient. Certains m'écoutaient en silence, d'autres me coupaient avec colère. À chaque fois, je sentais le poids du système, cette chape de plomb qui tombait dès qu'on essayait de briser le mensonge. Dans ces jours-là, j'ai vu aussi l'héroïsme le plus pur. Des médecins qui travaillaient sans relâche, sachant qu'ils signaient leur propre arrêt de mort. Des paysans qui ont accepté de quitter leur terre ancestrale, leur maison, leur bétail pour protéger leurs enfants. Des soldats qui désobéissaient aux ordres absurdes de leurs supérieurs pour sauver quelques vies de plus. Et je voyais aussi l'indifférence glaciale de certains hauts fonctionnaires qui ne parlaient que de quotas, de chiffres et de délais, comme s'il s'agissait d'un simple chantier. Ils ne comprenaient pas ou ne voulaient pas comprendre que nous étions en train de réécrire l'histoire avec du sang invisible, celui des radiations. Chaque nuit, en rentrant de ces réunions, je m'enfermais dans ma chambre et j'enregistrais mes pensées sur ces bandes. C'était mon seul espace de liberté, ma seule façon de dire ce que je n'avais pas le droit de prononcer en public. Je savais que je risquais tout en parlant, même dans le secret de ma propre voix. Mais je savais aussi que me taire ferait de moi un complice. Voilà la vérité. Tchernobyl n'était pas seulement un désastre nucléaire, c'était un miroir tendu à notre société. Et ce que j'y ai vu me glace encore aujourd'hui. Puis, il y a eu le procès. Je me souviens encore de la salle. Les juges sévères, les accusés assis derrière la barrière, les familles dans l'attente d'un verdict qui ne changerait rien à leur douleur. Les directeurs de la centrale, les ingénieurs de quart, ce furent eux qu'on mit en accusation. Bien sûr, ils avaient commis des erreurs, et ces erreurs avaient contribué à l'accident. Mais pouvaient-ils seuls porter la responsabilité de tout un système? Moi, je savais que les vraies causes se trouvaient ailleurs, dans les bureaux des ministères, dans les instituts de conception, dans les silences accumulés depuis des années. Mais ces hommes-là, on ne les jugea jamais. Les accusés avaient le visage fermé. Certains baissaient les yeux, d'autres tentaient de se défendre, mais leurs mots semblaient
tombé dans un gouffre. Le verdict était déjà écrit, avant même l'ouverture du procès. Lorsque ce fut à moi de témoigner, j'ai tenté de dire ce que je savais. J'ai parlé des défauts de conception, des failles du système, de la nécessité de repenser toute l'industrie nucléaire soviétique, mais je sentais les regards lourds sur moi. Ceux qui disaient sans mots « Ne va pas trop loin, les Kassov. Ne mets pas le système en accusation. » Alors mes paroles furent comme amputées. Une partie de la vérité franchit mes lèvres, mais l'essentiel resta prisonnier de mon esprit. Et j'ai eu honte en sortant de la salle. Honte de ma lâcheté. Honte d'avoir laissé condamner quelques hommes alors que des dizaines d'autres, bien plus responsables, restaient intouchables. Ce jour-là, j'ai compris que Tchernobyl ne serait pas un point de départ, mais un point final. Un avertissement étouffé. Un désastre que l'on recouvrirait de silence comme on avait recouvert les débris du réacteur d'un sarcophage de béton. J'ai continué mon travail, bien sûr, j'ai participé à des colloques, j'ai écrit des rapports, mais chaque jour, le poids du mensonge m'écrasait un peu plus. Dans mes insomnies, je revoyais les visages des liquidateurs, des enfants irradiés, des villages abandonnés, et toujours cette question. À quoi bon la science, si elle sert à cacher la vérité? C'est pourquoi j'ai continué à enregistrer ces cassettes. Parce que je savais que ma voix ne pouvait pas changer le présent, mais peut-être un jour, elle changerait l'avenir. Si quelqu'un écoute un jour ces bandes, qu'il sache que j'ai essayé. J'ai essayé de dire la vérité. Mais je n'ai pas eu la force de la crier assez fort. Plus le temps passe, plus je me rends compte que Tchernobyl n'était pas seulement une tragédie nucléaire. C'était une tragédie humaine, sociale et politique. J'ai vécu toute ma vie en croyant à la puissance de la science, à la force des faits. Je pensais qu'un calcul juste, une preuve rigoureuse, finirait toujours par l'emporter. Mais je me suis trompé. À Tchernobyl, la vérité scientifique s'est brisée contre le mur de la politique et du secret. Quand je regarde en arrière, je vois deux mondes. Le premier, celui des ingénieurs, des chercheurs, de ceux qui ont sacrifié leur vie pour contenir l'accident. Des hommes qui travaillaient dans des conditions impossibles, respirant la mort invisible pour protéger des millions d'inconnus. Ce monde-là est fait de courage, d'honneur et de dignité. Et puis il y a l'autre monde, celui des bureaux ministériels des mensonges, soigneusement écrits, des communiqués rassurants, alors que la pluie radioactive tombait sur l'Europe. Ce monde-là est fait de peur, de cynisme et de compromission. Je me demande sans cesse pourquoi ai-je choisi de servir ce système? Pourquoi ai-je accepté si longtemps de me taire? Je voulais changer les choses de l'intérieur, mais je n'ai fait que leur prêter ma voix. Aujourd'hui, je sens ma santé décliner. Les radiations ont laissé leur marque. Chaque souffle me rappelle que le temps est compté, mais plus encore que la maladie. C'est le poids du mensonge qui me consume. Alors je laisse ces bandes. Elles sont mon héritage, mon aveu, ma confession. Si un jour elles sont entendues, qu'elles rappellent au monde que le silence est complice du désastre, que l'absence de vérité est plus dangereuse encore que le feu nucléaire. J'ai vu des hommes mourir pour avoir dit la vérité. J'ai vu d'autres vivre longtemps en ayant bâti leur carrière sur des mensonges. Moi, je ne veux plus de cette hypocrisie. La science, la vraie, exige la vérité, et sans vérité, il n'y a pas d'avenir.
Si mes mots survivent, qu'ils servent au moins à cela. Rappelez que Tchernobyl ne doit jamais être réduit à une simple erreur technique. C'est l'effondrement d'un système incapable de se regarder en face. Et cet effondrement, je le porte en moi jusqu'à mon dernier jour. Je sens que je n'ai plus beaucoup de temps. Ce n'est pas seulement la maladie qui m'use, ni les radiations qui rongent lentement mes cellules, c'est le poids intérieur. Ce poids intérieur, cette impossibilité de vivre dans un mensonge continu. Depuis Tchernobyl, tout est devenu clair. Le système que nous servions n'était pas conçu pour protéger l'homme, mais pour protéger son propre prestige. On pouvait sacrifier des milliers de vies, déplacer des villages entiers, empoisonner des rivières, pourvu que l'image reste intacte. Comment ai-je pu y participer si longtemps? Oh là là, question qui m'obsède. J'ai cru que je pouvais améliorer les choses, infléchir le cours du système, sauver un peu de vérité au milieu du silence, mais j'ai été naïf. Mes collègues me disent que j'ai accompli mon devoir, que j'ai contribué à éviter une catastrophe encore plus grande. Mais je n'arrive pas à me consoler avec cette pensée, car je sais que nous n'avons pas empêché la répétition d'une telle tragédie. Rien n'a changé dans les fondements. Le mensonge règne toujours. Quand j'éteins la lumière, la nuit, je revois les visages. Les soldats envoyés sans protection sur les toits brûlants, les enfants qu'on rassurait alors que leurs cheveux tombaient par poignées. Les paysans arrachés à leurs terres, abandonnant derrière eux leurs animaux mourants. Ce cortège de souffrance me hante. Et je me dis, si je me tais, je deviens leur assassin une seconde fois. Voilà pourquoi j'ai parlé, voilà pourquoi j'ai laissé ces bandes. Je n'ai plus d'illusions. Peut-être mes mots seront détruits, peut-être ne seront jamais entendus. Si un jour ils sortent de l'ombre, ils témoignent au moins de ceci. Il y avait des hommes, même à l'intérieur du système, qui savaient, qui voyaient, qui refusaient de se taire. Alors si je dois partir, que ma voix reste. Que ma voix reste. C'est mon dernier acte de résistance.